Chers amis, bonjour, vous êtes sur Paix et Guerre pour une 99e mondoscopie. Je suis heureuse de vous retrouver. Je vais vous parler bien sûr du plan de Donald Trump pour la paix en Ukraine dans ses diverses versions. Alors, si vous voulez une étude que j'ai faite point par point, je l'ai faite pour les membres du Cercle des Amis de Paix et Guerre. Il vous suffit de vous abonner. Je l'ai faite la semaine dernière, dimanche dernier. Je ne vais pas revenir sur tous les points, tous les 28 points, surtout que c'est passé à 19. Mais quand même, c'est très intéressant de voir ce qui est prévu dans la première épure, si vous voulez, du plan. Et pour cela, il suffit de vous abonner au cercle, tout simplement. Le lien est en description de cette vidéo. Donc, le plan est en cours d'évolution, c'est peu de le dire. Il devrait y avoir bientôt une rencontre, je crois même que c'est aujourd'hui, entre Driscoll, qui est le nouvel envoyé américain, puisque le général Kellogg a été mis sur la touche. Enfin, il démissionne, bien sûr, au prétexte que son mandat est terminé ou devait être reconduit, etc. Enfin, en tout cas, il est écarté, ce qui est une très bonne chose, puisque c'était évidemment le tenant d'une approche non viable, à vrai dire, pour arriver à quoi que ce soit avec les Russes et avec les Ukrainiens, mais surtout avec les Russes. C'était donc le plan, en fait, le plan permanent aussi des Européens, c'est-à-dire qui prévoyait toujours l'Ukraine dans l'OTAN, des forces otaniennes sur le territoire ukrainien, un cessez-le-feu inconditionnel comme préalable à tout, enfin bref, voilà, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois, ça ne pouvait pas marcher. Donc il n'est plus là, maintenant c'est un autre, c'est Driscoll, donc il a rendez-vous, il doit voir les Ukrainiens aux Émirats. Il paraîtrait qu'il voulait, et peut-être que c'est lui qui va rencontrer Boudanov comme Ukrainien, c'est-à-dire le chef du renseignement militaire ukrainien, qui est aussi un homme qui a manifestement des ambitions. Donc évidemment, on peut imaginer qu'il y a peut-être aussi des arrière-pensées américaines politiques et peut-être un nouvel homme à mettre en selle au cas où Zelensky viendrait à être définitivement marginalisé. Bon. Witkoff doit aller à Moscou, a priori on dit lundi prochain, parler à Vladimir Poutine du nouveau plan qui a donc été compacté après une réunion à Genève hier avec les Ukrainiens et les Européens qui sont fous furieux évidemment de n'avoir pas été consultés en amont de celui de 28 points et qui voulaient absolument mettre leurs pattes. Et évidemment, on voit que ça dénature de nouveau pas mal de choses, mais enfin, il y a sans doute aussi peut-être des avancées, je ne sais pas. Donc, en tout cas, Witkoff doit aller à Moscou parler à Poutine. On est passé donc de 28 points à 19. Comme d'habitude, les Européens restent extrêmement bornés, ne veulent pas sortir du déni, et je vous en parlerai plus longuement après, notamment sur certains objectifs de l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine, sur lesquels il est probable que la Russie ne transigera pas. Mais enfin, voilà. Les Européens, ils ne veulent pas sortir du déni, ils veulent que les États-Unis restent là pour les protéger d'une manière ou d'une autre, et donc en fait ne fassent pas vraiment la paix avec la Russie. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un vrai hiatus entre la volonté européenne et la volonté, en tout cas, de Trump et de certains de son entourage. Ils prennent le risque, évidemment, que Trump en ait assez, lâche d'un coup, lâche tout, mais ils ont quand même encore des complices et des alliés à Washington, notamment le secrétaire d'État Marco Rubio, qui est toujours bien sûr en poste, etc., mais qui représente quand même le courant anti-russe primitif et le courant rigide, si vous voulez, sur l'Ukraine. Bon. Pour avoir une idée de ce que les Russes vont dire éventuellement ou de la manière dont ils vont prendre ce qui leur sera détaillé par Witkoff la semaine prochaine, il faut quand même comprendre le contexte. Pourquoi maintenant? D'abord, ce sont les États-Unis qui sont revenus à la charge auprès des Russes pour arriver à une nouvelle formulation d'un accord de paix possible.
Pourquoi? Bon, parce que les États-Unis, ça y est, manifestement, ils ont compris que la débâcle arrive, qu'on ne peut plus masquer le désastre militaire, que les Russes sont à l'offensive et sont en position de force, à Pokrovsk, mais aussi ailleurs, bien sûr, du côté de Zaporijia, du côté de Kharkov, du côté d'Odessa, enfin bref, sur toute la ligne de front, en gros. Et il y a déjà plusieurs semaines, voilà, ces nouvelles militaires très inquiétantes pour la partie ukrainienne et pour derrière l'OTAN, bien sûr, qui aident, pour dire le moins, voire même qui contrôle quand même un certain nombre d'opérations, eh bien, c'est si vous voulez, l'annonce d'une humiliation quand même assez forte si le front venait vraiment à tomber. Donc, ils se sont remis à l'ouvrage diplomatique et ils ont sorti ce plan pour éviter finalement, pour essayer de mettre un coup d'arrêt à l'avance russe et donc de donner des gages finalement, et pour éviter surtout que la Russie ne menace d'autres oblasts, comme elle l'a d'ailleurs annoncé, hein, s'il ne se passe rien, continue à avancer, et que l'humiliation soit de plus en plus grande et lourde politiquement pour un Donald Trump qui avance vers ses midterms. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le scandale de corruption, vous en avez certainement tous entendu parler, c'est-à-dire on fait mine de découvrir, n'est-ce pas, que l'Ukraine est un État extrêmement corrompu et que le régime de Kiev, et bien sûr Zelensky lui-même, sont au centre de tout cela. Alors on a commencé par faire un raid chez un de ses alliés, conseillers et amis, Mindych. Et on a parlé de 100 millions de dollars. Moi, je dirais que c'est une aumône, c'est une paille par rapport à l'ampleur de la corruption dans ce conflit. Certains, d'ailleurs, anciens ambassadeurs américains ou d'autres analystes militaires américains avouent qu'à vrai dire, on parle plutôt de 30 à 40% du total de ce qui a été donné à l'Ukraine depuis le début de la guerre en février 22 qui se serait dispersé, volatilisé. Bon, alors soit les armes qu'ils ont revendues partout dans le monde, soit bien sûr un certain nombre de coffres-forts qui se remplissent. Et évidemment, le régime de Kiev est très fragilisé par cette affaire, mais c'est l'objectif. C'est l'objectif américain, c'est-à-dire faire vaciller Zelensky, lui faire prendre peur et lui faire comprendre qu'il est temps quand même qu'il se réveille un peu et qu'il arrête de n'écouter que ses mentors européens. Donc, l'objectif américain, évidemment, ça n'est pas de sauver l'Ukraine, mais il s'agit de tirer profit de la paix, politiquement bien sûr pour Trump, mais aussi économiquement, énergétiquement, sur des accords stratégiques, sur l'Arctique, etc. Donc si vous voulez, il faut comprendre que ce plan de paix, je l'ai expliqué dans la Clé du Monde en détail, est beaucoup plus large, encore une fois, que le sort de l'Ukraine tout seul. Il s'agit, en fait, pour les Américains, et c'était ce qui était prévu à Anchorage, et c'est d'ailleurs à ça que les Russes tiennent, c'est un accord beaucoup plus large de reconstitution, en fait, d'une relation à peu près correcte et mutuellement avantageuse entre les États-Unis et la Russie. Bon, évidemment, l'Europe, là-dedans, elle est ballottée, elle est inexistante, elle est insignifiante et elle est sacrifiée. Et comme elle prend des postures belliqueuse, bellicistes dont elle n'arrive pas à sortir, eh bien, elle est de plus en plus marginalisée, forcément. Ils peuvent toujours crier tant qu'ils veulent, à vrai dire. Ils n'ont plus qu'une capacité de nuisance. Bon, donc, à Washington, il est devenu clair quand même que, non pas, il ne faut pas reconnaître une défaite, il faut l'habiller en victoire. C'est pour ça qu'on dit, la Russie voulait prendre toute l'Ukraine, regardez, on va s'arrêter là, finalement, elle n'aura pas tout pris. Ça ne veut pas dire non plus que les Américains renoncent à gêner ou à contenir l'influence russe, bien sûr, mais il ne faut pas que ça se traduise par une débâcle dramatique. Il ne faut pas que Donald Trump connaisse le sort de Johnson avec le Vietnam ou même de Biden avec le retrait un peu calamiteux d'Afghanistan en 2021. Donc la Maison-Blanche veut une pause, veut des contrats, et ça se voit dans certains points que j'analyse dans la Clé du Monde. C'est clair, il y a des accords d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine, mais aussi pour l'exploitation d'un certain nombre de ressources. Ils veulent aussi un équilibre
au plan stratégique, c'est-à-dire en fait de la dissuasion. Donc, dans le plan initial des 28 points, les États-Unis acceptent finalement la proposition de Poutine qu'il avait faite, dont je vous avais déjà parlé, de prolonger le traité START d'1 an, de rediscuter, si vous voulez, d'un certain nombre de choses, parce que là aussi, ils ont bien compris que militairement, face à toutes les avancées russes, les démonstrations russes et les armes russes sorties et montrées, eh bien, il est temps pour eux aussi de passer à une phase de reconstitution sérieuse de l'outil militaire américain, qui certes est gigantesque en matière de crédit, mais a aussi des pans à réhabiliter, renforcer. Bon, donc, voilà. Donc en fait, si vous voulez, les Russes comme les Américains, finalement, on ne sait pas vraiment ce que se sont dit Poutine et Trump à Anchorage, mais ce qui est clair, c'est qu'ils se sont entendus sur une structure, un cadre global pas réconciliation, mais de dialogue, en tout cas constructif et bénéfique, et un grand partenariat énergético-économique, si vous voulez, dont l'Europe, bien sûr, fera les frais. Hein, enfin, ça, elle a l'air d'adorer ça, de faire les frais. Ensuite, Trump, il s'est fait longtemps désinformer dès qu'il est revenu au pouvoir, sur la Russie, sur ses forces, sur son économie, sur la manière dont elle, soi-disant, perdait sur le terrain, etc., etc. Je pense qu'il s'en est rendu compte, je pense qu'il est assez furieux. Il y a des luttes, bien sûr, entre les services de renseignement américains forcenés là-dedans. Mais il faut savoir qu'il existe aussi aux États-Unis un courant russophile important et ancien. Et je me suis laissé dire que certains, étonnamment, américains très proches de Trump, comprennent la Russie, si vous voulez, d'une manière un peu plus globale, un peu plus intelligente que les petits va-t-en-guerre néocons. Et manifestement, le père de Jared Kushner, le gendre donc, de Donald Trump, serait l'un de ceux-là. Je vous rappelle que c'est le nouvel ambassadeur des États-Unis en France. Bon, donc ça explique peut-être pourquoi d'ailleurs Jared Kushner, parce que moi ça m'a étonné quand j'ai vu ça, était face aux Ukrainiens il y a quelques jours à Istanbul. Enfin, il faut aussi savoir que les contacts téléphoniques entre Trump et Poutine ne se réduisent pas à ceux dont il est fait état publiquement, mais qu'il y en a eu un certain nombre. Donc si vous voulez, il y a ce fil, Dieu merci, du dialogue entre la Russie et les États-Unis qui continue. Voilà. De temps en temps, on dit qu'ils se sont parlé 2 heures, 3 heures, 1 heure et demie. Mais voilà, ça va au-delà. Il y a un fil qui n'a pas pu être détruit en dépit de tous les efforts de Kellogg et probablement aussi de Rubio et des autres. Donc, voilà, sur le terrain, il est évident que comme la Russie continue son attrition agressive, comme on dit, et comme aussi il y a une grosse pression de certains milieux militaires dans l'état-major autour de Poutine pour qu'il ne fasse pas de concessions sur les objectifs initiaux de l'opération militaire spéciale, il faut comprendre aussi que les Américains ne veulent pas que ça continue à ce rythme-là. Parce que certains à Moscou disent à Poutine, bon, ça va, là, les Américains nous baladent, les Européens n'en parlons pas. Donc, il faut surtout avoir une victoire incontestable sur le terrain, sur le théâtre. Bon. Et ça, c'est une pression aussi politique interne sur Vladimir Poutine par rapport à des concessions éventuelles. Il faut le comprendre. On est content, on n'est pas content, on trouve ça pas bien, c'est l'agresseur. C'est pas le sujet. En fait, voilà, il doit composer avec un certain nombre de choses et il ne peut pas abandonner. C'est des facteurs assez lourds qui pèsent aussi sur son pouvoir. Bon. Chers amis de Paix et Guerre, je profite de cet instant pour vous parler de notre partenaire du jour, NordVPN. Aujourd'hui, on a tous accès à Internet, mais pas toujours au même Internet. Que vous le sachiez ou non, le contenu auquel vous avez accès dépend de votre emplacement géographique. Beaucoup de plateformes et de médias restreignent leur accès selon votre adresse IP. C'est ce qu'on appelle les géorestrictions. Par exemple, vous pouvez vous retrouver bloqué si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez regarder des programmes sur MyCanal ou France TV.
En effet, certains pays bloquent l'accès à ces services, tout comme la France bloque par exemple RT France, pour ne pas la nommer, ou d'autres chaînes comme RTBF ou RTL Play. Cela peut être très handicapant, surtout lorsqu'on s'intéresse, comme vous sans doute, aux questions internationales, à la géopolitique et qu'on veut confronter les points de vue. C'est là que NordVPN entre en jeu. Avec NordVPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement. En un clic, vous adoptez une adresse IP belge, française, américaine ou d'un autre pays. Vous êtes ailleurs virtuellement. Résultat, vous accédez librement à des contenus normalement bloqués dans votre pays, et tout ça de manière sécurisée. Vos données sont chiffrées, votre IP est masquée et votre navigation est 100% confidentielle. Mais ce n'est pas tout. NordVPN intègre aussi une protection contre les sites malveillants, c'est ce qu'ils appellent la protection anti-menace. Si vous tombez sur une fausse boutique, un site douteux ou une arnaque au phishing, NordVPN vous alerte et bloque immédiatement l'accès en temps réel. Et en plus, il bloque aussi les trackers web qui récoltent vos données à votre insu pour vous inonder de publicités ciblées, qui est quand même très désagréable. Si cet outil vous intéresse, vous pouvez rejoindre NordVPN via le lien en description. Vous bénéficierez de 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, avec bien sûr une garantie de remboursement de 30 jours. NordVPN, c'est un vrai plus pour sécuriser votre navigation et débloquer tout le potentiel de l'Internet international. Vous restez à l'abri de toutes les menaces tout en pouvant mieux vous informer. C'est un formidable outil, en fait, tout en un. Et enfin, évidemment, en vous abonnant à NordVPN, vous savez que vous soutenez PayGuerre et de cela, je vous remercie déjà par avance. Et évidemment, tout ça, ça montre la légèreté, l'inconséquence, je ne sais même pas comment le dire, l'incompétence, évidemment, de l'attitude des Européens. C'est d'autant plus grave, si vous voulez, par rapport à une paix possible, à un apaisement possible, que ils montrent qu'ils sont complètement dans le déni, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent juste maintenant nuire à la paix, voilà, empêcher la paix d'advenir. Chouette, c'est ambitieux. Bon, donc, et ils poursuivent toujours la même chose. C'est ce qui s'est passé à Genève hier, c'est-à-dire l'Ukraine doit avoir le droit de choisir si elle veut ou pas rejoindre l'OTAN. L'Ukraine ne peut pas abandonner, faire de concessions territoriales. L'Ukraine, il doit y avoir un cessez-le-feu inconditionnel. Il doit y avoir des forces européennes de réassurance, comme on dit, sinon en Ukraine, du moins aux frontières. Enfin bref, ils ont encore du mal à comprendre qu'en fait, il y a un truc tout bête quand même dans les guerres, c'est quand même celui qui a la main militairement, celui qui gagne, ne peut pas être celui auquel on dicte les termes de la paix. Voilà, ça marche comme ça. Dans le réel, dans le monde réel. Bon. Donc ils sont vraiment prisonniers de leurs mensonges et ils continuent à soutenir Zelensky. Comme je disais d'ailleurs il y a quelque temps, la corde soutient le pendu, parce qu'évidemment, plus le temps passe, plus les positions ukrainiennes sont fragilisées. Si vous regardez ce qui était possible au moment des pourparlers d'Istanbul en mars 22, et ce qui est possible aujourd'hui pour l'Ukraine, on se rend compte de tout le terrain perdu. Voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, les Russes ont vu arriver, pas directement par les Américains, arriver le plan dans sa version 28 points. Maintenant, ils attendent communication des 19 points, donc ils attendent Witkoff. Il y a des points lourds, des points durs, si vous voulez, pour un accord. Il ne faut pas se faire d'illusions sur le format d'abord des forces armées ukrainiennes. Parce que là aussi, dans le plan à 28 points, on disait que les forces armées ukrainiennes peuvent atteindre 600 000 hommes. Je crois que maintenant, on en est à 800 000, donc ça augmente. Sachant qu'au début de l'opération militaire spéciale, on était plutôt à moins de 200 000, avec certes 900 000 ou 700 000 réservistes, mais enfin, vous voyez, c'est évidemment, à mon avis, difficilement acceptable pour la Russie. Deuxièmement, il y a la question des territoires, et notamment de la partie des 4 oblasts qui sont dans la Fédération de Russie constitutionnellement. Donc ça aussi, ça oblige Poutine, encore une fois,
donc la partie de ces 4 oblasts qui n'est pas encore conquise militairement par les Russes et qui, dans le plan, en tout cas dans sa forme à 28 points, doivent être une sorte de buffer zone, de zone tampon démilitarisée, avec une reconnaissance de facto de l'autorité russe dessus, mais pas de jure. Donc ça pose un problème juridique fondamental, en fait, pour les Russes, pour les Ukrainiens aussi, bien sûr, puisqu'ils vont. L'idée, c'est qu'ils doivent abandonner leurs prétentions sur ces oblasts, et on peut comprendre que ce soit extrêmement douloureux, mais pour les Russes, c'est un problème maintenant constitutionnel. Ces 4 oblasts sont dans la Fédération de Russie. Bon. Donc voilà, voilà où on en est là-dessus. Et au point où on en est, d'ailleurs, il faut savoir... Alors, il y a aussi la question, bien sûr, des avoirs russes. Mais enfin bon, je préfère que vous alliez voir la clé du monde, pour ceux qui s'abonneront au cercle. Il y a bien sûr la question des avoirs russes, gelés, dégelés. Est-ce que les Américains s'en attribuent une partie, finalement, au titre de partenariat avec les Russes? Bon, tout ça, à mon avis, doit être encore discuté, certainement, entre Poutine et Trump, et derrière eux, entre Kirill Dmitriev, qui dirige le Fonds souverain russe, Ushakov, conseiller politique premier de Poutine, et puis du côté américain, Witkoff et probablement d'autres. Enfin, il y a un point important aussi qui est évoqué dans ce qu'on a vu pour l'instant du plan dans sa forme initiale, c'est l'amnistie. Et alors là, c'est très intéressant. Donc l'amnistie est prévue pour tout le monde, pour les Ukrainiens comme pour les Russes. Évidemment, ça révulse les Européens et les Ukrainiens. Enfin, je pense surtout que ce point, il faudrait quand même là aussi un peu ouvrir les yeux, est surtout très intéressant et, j'allais dire, une incitation à négocier pour les Ukrainiens, parce que ce sont quand même eux qui se rendent coupables d'énormément de crimes de guerre, et depuis fort longtemps, depuis le 2014, et que les Russes documentent tout cela et sont en train même de parler d'un Nuremberg numéro 2, rappelant que c'est grâce à Staline qu'il y avait eu le tribunal de Nuremberg numéro 1, après la Deuxième Guerre mondiale, et qu'ils n'ont pas l'intention de laisser impuni tout ce qui s'est fait. Donc là, il y a la question de l'amnistie, qui, de mon point de vue, est une nécessité, très probablement, parce que sinon, ce sera trop compliqué de faire admettre les compromis aux uns comme aux autres, parce qu'évidemment, il y a aussi des crimes de guerre russes, bien sûr, même si les forces russes, à ma connaissance, ne ciblent pas les populations civiles délibérément, à la différence des forces ukrainiennes. Mais enfin, tout de même, voilà, c'est une guerre, donc il y a des crimes de guerre, évidemment, de chaque côté. Voilà où on en est. Bon. Alors, je vous passe les commentaires que j'ai entendus, lus la semaine dernière en France, parce que là, on est à un niveau de bêtises. On se demande où nos responsables, je ne parle même pas militaires, mais ne serait-ce que politiques, prennent leurs informations, qui les renseignent, comment est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils réfléchissent ou est-ce qu'ils sont purement dans l'anathème. Et alors, la menace russe... D'où la Russie menace-t-elle la France? D'où la Russie menace-t-elle l'Europe? Si vous voulez, on est dans, là encore, cette espèce de montée de sauce permanente. Bon, en tout cas, les Américains savent ce qu'ils veulent, je pense, dans cette affaire, en tout cas autour de Trump. Et les européistes, ils veulent faire durer le plaisir, c'est-à-dire la guerre, c'est-à-dire le désastre, c'est-à-dire la mort. Et essayer en fait d'affaiblir Trump et de pousser jusqu'à la fin de son mandat sur le même étiage pour essayer de gagner non seulement probablement pas mal d'argent, mais de gagner encore quelques heures, si vous voulez, ou quelques mois, jusqu'à ce qu'éventuellement le pouvoir ne change à Washington et qu'on revienne à des équipes qui jurent la perte et le dépeçage de la Russie. Bon, donc,
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Ouest reste quand même dans un déni s'agissant de deux des objectifs principaux pour lesquels Vladimir Poutine a lancé l'opération militaire spéciale le 24 février 2022, c'est-à-dire la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. Je commence par la démilitarisation de l'Ukraine. On a l'impression que l'OTAN, les États-Unis ne prennent pas ça au sérieux. Je pense que ce sont les deux, si vous voulez, ces deux objectifs, s'ils ne sont pas pris au sérieux vraiment par les Américains, ça va. Alors, ils le sont un peu dans certains points de la version 28 points, mais pas très précisément, on va dire. Et je pense que ça, ce sont des points d'achoppement qui peuvent tout faire capoter, si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace de négociation du point de vue russe sur ces points. Bon, donc, il se dit, après ce qui s'est passé hier à Genève, la réunion, que l'Ukraine serait d'accord pour limiter le nombre de ses forces armées à 800 000 soldats. Encore une fois, c'est un non-starter, c'est un no-go pour la Russie, parce qu'en fait, ça voudrait dire que la Russie accepte que l'Ukraine a des forces armées plus importantes que quand elle a lancé, elle, son opération militaire spéciale. Bon, donc je vous rappelle que en février 22, pour être bien précise, l'Ukraine était bien sûr aidée, équipée largement par l'OTAN et par les États-Unis. Même à l'époque, elle avait déjà des forces qui étaient plus petites que celles de la Russie et moins bien équipées. Et c'est pas moi qui le dis, l'horrible pro-Poutine, n'est-ce pas, comme on m'accuse de l'être, c'est quand même l'Institute for Strategic Studies, donc c'est pas International Institute for Strategic Studies qui publie, qui est une référence quand même en matière de statistiques sur les forces armées dans le monde entier, et aussi d'autres rapports d'instituts importants, américains, britanniques, suédois, enfin bon, bref. Ils estimaient qu'en 2022, les forces armées ukrainiennes en armes, enfin actives, si vous voulez, c'est-à-dire à la fois air, mer, terre et soutien, se montaient à 196 000 hommes. Bon. Le ministre de la Défense ukrainien avait dit plus tard que c'était 261 000 hommes. Bon, et qu'il y avait donc 900 000 réservistes, c'est-à-dire les anciens conscrits, les volontaires de la défense territoriale, etc., etc. Pendant les fameux pourparlers avortés à cause des Anglais et des Polonais en mars 2022, à Istanbul, l'Ukraine et la Russie s'étaient mis d'accord pour que l'Ukraine limite ses forces armées à 85 000 hommes. Là, aujourd'hui, c'est 800 000, vous voyez, donc c'est bien, on avance vers la paix en reculant, c'est intéressant. Donc, quel est l'intérêt, si vous voulez, quelle est l'incitation faite à Moscou pour admettre un plan qui, finalement, laisserait l'Ukraine avec une force considérable, bien plus importante que celle qu'elle avait au départ de son opération militaire spéciale. Ça me semble pas sérieux. Ensuite, bien sûr, donc il y a les territoires, il y a les garanties de sécurité avec l'histoire du déploiement des forces. Sergueï Lavrov a été assez clair, d'ailleurs. Il a dit qu'il attendait la version intérimaire, la version provisoire du deal, de l'accord, du projet d'accord après Genève, donc après ce qui s'était fait et éventuellement modifié dans les pourparlers de Genève hier. Donc il a dit ça hier. Mais il a dit que si finalement les Américains revenaient sur ce qui avait été décidé et entendu entre Poutine et Trump en août dernier à Anchorage,
n'était pas préservé, n'était pas reconnu et conservé, ça serait un problème. Mais il y a aussi, bien sûr, le statut de la Crimée et le statut des 4 oblasts. Hein. C'est tout ça aussi dont ils ont discuté en août dernier. Il rappelle, bien sûr, que les 4 oblasts, dans sa déclaration, Lavrov, il rappelle que les 4 oblasts sont dans la Fédération de Russie, que ça s'est fait légalement en septembre-octobre 2002, et que donc tous les habitants de ces 4 oblasts, y compris dans les zones non encore contrôlées militairement par les forces russes, tous les habitants sont considérés comme étant désormais des citoyens russes. Bon. Depuis le 30 septembre, hein, depuis la fin des référendums et l'intégration de ces 4 oblasts dans la Fédération de Russie. Et donc, en fait, voilà, Poutine n'a pas l'autorité légale pour modifier cela, unilatéralement, si vous voulez, même s'il le souhaitait. Bon. Donc, et il l'avait dit clairement à Trump. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai point noir, il faut bien le comprendre. Parce que c'est toute la question de la reconnaissance de jure, de facto, en droit et en fait, si vous voulez. Voilà, on peut reconnaître, c'est peut-être l'idée américaine que ce soit de facto russe, mais pas de jure, ce qui veut dire que ça pourrait être repris, que la guerre pourrait reprendre, surtout avec une armée ukrainienne de 800 000 hommes, by the way. Bon, et puis de facto, voilà. On aurait pour l'instant des Russes et une zone tampon, alors qu'eux envisageaient de la faire après, bien sûr, les frontières de ces 4 oblasts. Bon. Ensuite, il y a l'enjeu de la dénazification. Alors là aussi, personne ne veut comprendre ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire le dégagement, si vous voulez, du régime néo-nazi, pour employer l'expression russe, qui a pris le pouvoir à Kiev en 2014 et qui persécute les locuteurs de russe, enfin les gens qui parlent russe, et qui menacent la Russie. Bon, donc ça, évidemment, le Kremlin pointe des groupes bien identifiés, hein, le bataillon Azov, que tout le monde connaît, de sinistre mémoire, le secteur droit, le parti Svoboda, qui glorifie, si vous voulez, les bandéristes, donc les nazis ukrainiens, si vous voulez, de la Deuxième Guerre mondiale, les Bandera, les Shushkevich, les partis associés, l'UPA, la UN, etc. Et tout ça, c'est au pouvoir à Kiev. Voilà, dans cette grande démocratie, n'est-ce pas, c'est au pouvoir. Donc, du point de vue de Moscou, si vous voulez, tout ça, ça doit s'arrêter. Voilà, c'est tout simple. Donc, ils les appellent nazis parce qu'ils font référence à cette période. Mais en fait, ça veut dire, la dénazification, ça veut dire en finir, faire disparaître, faire marginaliser politiquement tous les gens qui soutiennent ces vues-là, qui ont ces opinions-là, qui ont ces positions-là, et tout ce qui, comment dirais-je, maintient une forme d'idéologie de cette époque sur le territoire ukrainien. Bon. Là aussi, on imagine mal Zelensky, qui est lui-même sous pression et sous contrôle de ces gens, parce que lui, au départ, il n'était pas cela. Lui, c'était un acteur, je vous le rappelle, qui a été embauché. Donc, mais enfin, il est très, très largement contrôlé par ces gens-là. Donc, on le voit mal renoncer à ça, parce que sinon, il risque d'y laisser sa peau à lui. Mais on voit mal aussi les Russes renoncer à ça. Donc ça, c'est des points durs. Ça a l'air comme ça. Tout le monde se moque des nazifications. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ridicule. Il n'y a pas de nazis en Ukraine, etc., etc. Bon, il y a maintenant pléthore. C'est très largement documenté. Il y a vraiment qu'ici qu'on ne veut pas le voir. Donc, voilà, les Russes, ils sont toujours, vous savez, dans cette mémoire de la Grande Guerre patriotique, des 27 millions de morts, qu'ils ont perdu, hein, du fait des nazis, justement, des forces hitlériennes. Et ça reste quand même très, 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 très fort et très, très lourdement imprimé dans la conscience collective russe. Hein. Et ça, c'est pas un slogan politique, si vous voulez, c'est une réalité, en fait. C'est une réalité matérielle et immatérielle.
Voilà, mais en tout cas, pas purement symbolique ou idéologique, c'est concret. C'est encore très concret. Bon, donc ça veut dire, si on veut dénazifier, ça veut dire qu'il faut des élections. Alors c'est prévu dans la version du plan en 28 points, mais il faut des élections supervisées internationalement, et il faut évidemment que tous les gens qui participent à ces élections en Ukraine n'aient aucune affiliation à tous ces groupuscules, hein, voilà, ou à cette idéologie. Bon, donc c'est très compliqué, si vous voulez. On est encore très loin de la paix parce que les Russes ont compris que peut-être il y a des Américains qui veulent avancer vers quelque chose, mais il y a de tels handicaps, de tels obstacles encore qu'effectivement, à Moscou, ce qui se dit, c'est qu'il faut continuer les opérations. Alors nous, on trouve ça scandaleux que les opérations se poursuivent pendant qu'on parle d'un possible accord de paix en 28 ou en 19 points. Enfin, c'est juste comme ça, toujours que ça se passe. Tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de cessez-le-feu, en fait. Voilà, donc l'idée est d'arriver à un cessez-le-feu. Donc, c'est pas que Vladimir Poutine ne veut pas la paix, c'est qu'il ne veut pas la paix à n'importe quelle condition, puisqu'il gagne. C'est quand même très simple à comprendre. Enfin bon. Donc, si vous voulez, tout ça, ça laisse penser aussi que les Américains essaient, par ce plan, de retarder l'inévitable, de retarder l'inéluctable, c'est-à-dire la démonstration urbi et orbi d'une victoire russe sur le terrain, qui va être quand même très lourde à supporter politiquement pour les Américains. Et donc, ils préfèrent un accord dont l'Ukraine, effectivement, fera les frais, forcément, mais parce qu'elle perd, parce qu'elle a perdu et parce qu'on a perdu avec elle. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors après, il y a évidemment tous ceux qui ne veulent pas de tout ça, qui ne veulent surtout pas d'accord de paix, sauf une capitulation de la Russie. Enfin bon, là aussi, ce serait de la magie noire, si vous voulez. On ne voit pas pourquoi et comment la Russie pourrait capituler. Mais alors là, vous avez évidemment les Britanniques, toujours là. Et là, c'est intéressant parce que tout récemment, il y a un article de Bloomberg qui a été corroboré par un avertissement des services extérieurs russes, services de renseignement extérieur russes, qui explique que les Britanniques, en fait, feraient tout pour discréditer Trump dans cette initiative et pour casser les efforts de paix du président américain, parce qu'ils veulent absolument que la guerre se poursuive, d'abord parce qu'ils en tirent profit, et deuxièmement parce qu'ils pensent que ça doit durer. Alors, comment ça s'est traduit, cette manœuvre britannique? Eh bien, ils ont fait fuiter des transcriptions d'appels, de deux appels, l'un entre Steve Witkoff, donc l'envoyé américain, et le conseiller politique en chef de Poutine, Yuri Ushakov, et l'autre entre Ushakov et Kirill Dmitriev, donc qui est celui qui dirige la partie économique, si vous voulez, de ce rapprochement russo-américain, en dirigeant le Fonds souverain russe. Bon, donc, et en gros, l'idée de ces fuites, eh bien, c'est de dire qu'en fait, ce plan de paix, il a été écrit par les Russes, hein, voilà, et on s'en fait l'écho naturellement ici en France, hein, sur LCI et ailleurs. Et que donc c'est la Russie qui a influencé Trump, c'est la Russie qui a influencé Witkoff, donc ce plan est en fait un plan russe et qu'il n'a aucune légitimité, c'est absolument scandaleux, on ne doit surtout pas partir sur ces bases-là. Bon, alors, que ce soit Ushakov, que ce soit Dmitriev d'ailleurs. Alors Dmitriev, il a dit c'est faux, carrément, c'est n'importe quoi. Et Ushakov, il a dit oui, il y a sans doute eu des fuites sur nos conversations entre moi et Witkoff, mais c'est pas nous. Bon. C'est très intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est ce que Trump a dit. Il a dit, mais enfin, c'est tout à fait logique qu'avant de sortir une proposition de cette ampleur et de cet impact potentiel, on s'enquiert, bien sûr, des uns et des positions des uns et des autres, c'est-à-dire aussi bien des positions des Russes que des positions des Ukrainiens. Donc lui, il explique,
En gros, Trump, il a dit, mais c'est common sense, enfin, c'est ce qu'on fait en négociation. On ne sort pas un plan comme ça, poum, from scratch, sinon ça n'a vraiment aucune chance d'aboutir. Donc, il a dit que c'était standard, mais évidemment, ça va contre la position idéologique et idiote des Européens, complètement dogmatique, qui dit, mais on ne doit pas parler à Poutine. Écoutez Kaja Kallas, écoutez Von der Leyen, on ne parle pas à Poutine, quelle horreur, on ne parle pas au diable, la Russie doit capituler, et puis voilà, et puis bon, voilà. Donc, si vous voyez, nous, comme on est dans un pays alternatif, dans une réalité alternative, c'est tout à fait scandaleux, et les Britanniques disent la même chose, alors que pourtant, comme je l'ai déjà expliqué, alors je ne sais plus si c'est dans la Clé du Monde ou dans ma dernière mondoscopie, ils ont quand même essayé de venir parler, les Britanniques, aux Russes. Enfin bon, passons. Donc voilà, l'idée, c'est surtout de casser donc, ce que fait Trump, d'expliquer que ça n'a pas de sens, que ça n'a aucune légitimité, parce que c'est Moscou qui est derrière tout ça, et qu'en fait, c'est même l'idée anglaise derrière ça, et c'est ce que dit le SVR, hein, le service russe. L'idée derrière ça, c'est de gêner Trump dans la perspective des midterms, c'est d'aider les démocrates, et c'est de le faire passer, de lui faire une espèce de Russiagate numéro 2, vous vous souvenez peut-être de son premier mandat, où on l'avait immédiatement accusé, il a été blanchi de tout, mais ça a pris des années. On l'avait accusé, lui et ses équipes, d'être sous influence russe, etc., etc. Si vous voulez, c'est terrible, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a un courant extrêmement puissant qui veut cet affrontement, qui veut cette guerre, qui veut ce harcèlement de la Russie. Et en fait, le président qui, dans son premier mandat, puis dans son second mandat, a des vues beaucoup plus pragmatiques et essaie d'arriver à un compromis vivable, supportable pour les Américains et même intelligent et intéressant pour les Américains vis-à-vis de la Russie dans le plus grand, évidemment, dans le paysage global de l'évolution des relations internationales, ça va être mon dernier point, je vais vous en parler aussi, eh bien, celui-là, il faut absolument le faire tomber, l'accuser d'être sous influence et lui répondre, pourquoi pas un Russiagate numéro 2. Je pense qu'il y en a quelques-uns à Washington comme à Londres qui ne pensent qu'à ça. Voilà, donc c'est grave, voilà, c'est dommage, c'est grave. Je pense que Trump le sait, hein, il l'a bien compris. Et il n'a pas manifestement l'intention de se laisser faire, donc il veut poursuivre. Mais c'est très difficile, c'est pour ça qu'il y a une espèce de flux et de reflux, et que parfois je vous dis, oh là là, le pauvre, il est repris complètement par le Deep State, parfois je vous dis, ouf, il arrive à s'extraire un peu de la gang, et à essayer de repartir sur une base pragmatique et de chercher une solution qui lui soit favorable et qui l'aide politiquement. Voilà, c'est parce qu'il y a ce courant très très puissant d'influence qui va contre sa volonté en fait, et qui est très ancré bien sûr dans l'État profond américain et dans toutes ses ramifications européennes. Voilà. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, alors enfin, en dernier point, je pense qu'il faut essayer de replacer tout ça, tout ce qui se passe, que ça marche, que ça ne marche pas, etc. Il faut essayer de comprendre à quoi servent ces efforts et dans quelle mesure ça sert à la fois les Russes et les Américains. En tout cas, Poutine et Donald Trump. Bon, évidemment, c'est la manière dont, et je vous en parle depuis des années, 2 ans sur cette chaîne, mais des années, la manière dont l'équilibre des forces internationales a changé, a bougé depuis environ 10 ans déjà. Et les Américains, bien sûr, cherchent à finalement moins devoir s'inquiéter de la Russie pour plus s'inquiéter de la Chine, essayer bien sûr de casser dans la mesure du possible ou en tout cas de limiter le capital énergétique que la Russie peut apporter à la Chine et qui permet à sa croissance, bien sûr, de trouver du fuel, au propre et au figuré. Donc, si vous voulez, il y a tout ça derrière. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc, les Américains veulent prioriser, si vous voulez, leur affrontement
avec leur pire compétiteur. La Russie n'est pas le pire n'est pas l'homologue en termes de puissance, de taille, de gigantisme, d'argent, des États-Unis. C'est la Chine qui l'est. Donc il y a cette espèce d'idée, c'est pour ça qu'ils refilent le bébé aux Européens qui savent même pas s'en dépêtrer. C'est très très cynique en fait le calcul américain. Mais la compétition pour la domination sur l'ordre mondial, ou en tout cas un équilibre, elle se fait avec la Chine. Et donc, il s'agit, si vous voulez, d'empêcher la Russie de trop renforcer son influence, et elle est en passe de le faire, et aussi, donc, lui donner quelque chose en échange. Et qu'est-ce qu'on lui donne en échange ? On lui donne ce que les Européens n'arrivent pas à comprendre, c'est-à-dire on lui permet de rebalancer ses équilibres et ses intérêts économiques et énergétiques vers l'Ouest pour être moins dépendante aussi de l'Est et de la Chine. Parce qu'il faut bien comprendre que du point de vue russe, c'est l'Eurasie. Voilà, pas seulement l'Eurasie au sens l'Europe et l'Asie. Derrière, il y a la relation avec les États-Unis qui est structurante pour les Russes, comme elle l'était pour les Soviétiques, mais certainement pour les Russes d'aujourd'hui, pour la Russie d'aujourd'hui. Donc, les Américains essaient de jouer ce jeu très, très, très fin, très compliqué, très aléatoire aussi, bien sûr, et où ils s'imaginent sans doute avoir plus de pouvoir qu'ils n'en ont, hein, parce que je pense que la Russie a bien compris aussi où était son intérêt, certainement pas de se séparer de la Chine, au contraire, mais il y a toute cette dynamique des BRICS, de l'OCS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, de tout ça, si vous voulez, qui monte en puissance. Ça prend du temps, mais ça monte en puissance. Donc les Américains essayent, en s'imaginant pouvoir régler la question ukrainienne, et donc, à terme, lever un certain nombre de sanctions, remettre la Russie, ça fait aussi partie des 28 points, même si c'est un peu cosmétique, dans le G8 et ailleurs. Bon, je pense que les Russes, c'est pas trop leur problème, ça, mais bon. Voilà, c'est cette espèce d'idée de remettre la Russie dans le jeu international, d'en finir avec cette histoire ukrainienne qui, de toute façon, est perdue du point de vue occidental. Il n'y a qu'en Europe qu'on n'a pas compris. Pour en profiter et voir peut-être la pression diminuer à la fois sur les États-Unis et à la fois sur la Russie vis-à-vis de sa relation avec la Chine. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier la Turquie dans ce jeu, la Turquie étant un membre éminent de l'OTAN. Je pense qu'il y a aussi une partie peut-être qui est jouée entre Russes et Américains à propos de l'influence turque, puisqu'on voit bien toutes les manœuvres américaines via la Turquie, via l'Azerbaïdjan, en Asie centrale et dans le Caucase du Sud pour venir gêner la Russie à ces marges-là. Et je pense que ça fait aussi partie du deal, c'est-à-dire on va continuer à t'embêter, Vladimir, sur toute cette partie-là, on va se servir des Turcs pour ça, sauf si on arrive à un accord qui nous évite la honte totale en Ukraine, nous fait gagner beaucoup d'argent dans des partenariats énergétiques, en Arctique et ailleurs, avec les terres rares, les minéraux rares, etc., avec toi, Russie, et peut-être une petite levée de pression, un peu moins de pression sur nous, Américains, parce que eh bien, tu auras tendance à vouloir rebalancer un peu ta relation très privilégiée, de plus en plus stratégique avec Pékin, pour ne pas mettre à mal les accords que nous pourrions conclure entre nous. Voilà, moi je pense que c'est quand même un peu l'arrière-fond de tout ça. Ce qui montre que, bien sûr, l'Ukraine, là-dedans, encore une fois, n'est qu'un proxy. Et là encore, il n'y a qu'en Europe qu'on n'ose pas le dire. Hein. Je pense que maintenant, tout le monde, le reste du monde, y compris aux États-Unis, et d'ailleurs, ils l'avouent, et certains responsables, même certains Européens l'avouent, et les Ukrainiens eux-mêmes, d'ailleurs, l'avouent. Il est clair que l'Ukraine est un proxy et que l'Ukraine est maintenant dans une passe extrêmement délicate et douloureuse et qu'il n'est pas certain que les Européens soient ses meilleurs alliés pour s'en sortir. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Likez, partagez cette vidéo.
Inscrivez-vous si vous voulez avoir mon analyse du plan des 28 points sur le cercle paix et guerre. Ça n'est pas la ruine. Et sinon, eh ben, je vous retrouve pour une prochaine clé du monde vendredi pour les membres du cercle et pour une prochaine mondoscopie qui, si je ne m'abuse, devrait être la 100e la semaine prochaine. Voilà, bonne soirée, chers amis, et à bientôt.